À 20 km au sud de Berchtesgaden, sur les hauteurs de l'Obersalzberg, l'ancienne enclave nationale-socialiste a été transformée après la guerre en musée, hôtel et parc national. Le nid d'aigle a été préservé et abrite aujourd'hui un restaurant et une plateforme d'observation, offrant une expérience touristique mêlant histoire et paysage alpin. Parallèlement, les vestiges du Berghof, résidence d'Hitler, ont été démolis en 1952. Il n'en reste aujourd'hui que les fondations et quelques murs entourés de sentiers et de panneaux commémorant son passé. À proximité se trouve le centre de documentation historique où les visiteurs peuvent visiter d'anciens bunkers et acquérir un aperçu essentiel du site. Au nord de Berlin, la villa Bogensee, refuge de Joseph Goebbels, demeure abandonnée et en très mauvais état. Propriété de l'État, elle a été proposée gratuitement à la restauration, mais sans succès. Le risque de démolition est réel, tant en raison des coûts d'entretien élevés que de la crainte qu'elle ne devienne un lieu de rassemblement d'idéologies extrémistes. Parallèlement, l'ancienne maison et l'atelier d'Albert Speer à Obersalzberg sont toujours des résidences privées, restaurées et discrètement occupées, à l'écart des circuits touristiques et du débat public. Chacun de ces espaces soulève une question délicate. Comment traiter l'héritage architectural des nazis ? Le nid d'aigle d'Hitler, la chute du quartier général devenu une attraction touristique au cœur des Alpes bavaroises, entre les imposantes falaises et les sommets enneigés de l'Obersalzberg, se dresse l'un des édifices les plus symboliques et énigmatiques du Troisième Reich, la Kehlsteinhaus, communément appelée le Nid d'aigle. Ce bâtiment, perché à plus de 1800 mètres d'altitude, est un lieu chargé d'histoire, de controverses et de fascination depuis des décennies. Malgré son apparence de refuge alpin, sa véritable vocation était loin d'être un lieu de repos ou de retraite spirituelle. Le nid d'aigle était un symbole de pouvoir, une offrande au Führer et un lieu qui jouait un rôle unique au sein de l'appareil de propagande nazi. L'histoire de ce bâtiment débute à la fin des années 1930, dans un contexte où le Parti national-socialiste cherchait à consolider son image et la figure d'Adolf Hitler comme chef suprême. Martin Bormann, chef de la chancellerie du parti, fut le principal promoteur du projet. Son intention était claire, gagner les faveurs du Führer par une œuvre monumentale chargée de symboles. C'est ainsi qu'est née l'idée de construire un refuge de montagne avec accès exclusif situé au-dessus de la résidence personnelle d'Hitler, le Berghof, également à Obersalzberg. La construction du Kehlsteinhaus fut une prouesse d'ingénierie sans précédent dans l'Allemagne des années 30. Les travaux commencèrent en 1937 et s'achevèrent en 1938, à une vitesse qui paraît étonnante aujourd'hui compte tenu des conditions extrêmes du terrain. La route d'accès, longue de plus de 6 km, était creusée dans la roche, avec des pentes abruptes et des virages serrés, défiant à la fois la gravité et la logique. Pour atteindre le sommet, un ascenseur vertical de 124 mètres de haut a également été conçu, creusé à l'intérieur de la montagne, qui impressionne encore aujourd'hui ceux qui le visitent. Les matériaux utilisés étaient de la plus haute qualité, notamment du granit, du marbre rouge, des bois précieux et du fer forgé pour les détails ornementaux. Le hall principal offrait une vue panoramique sur une grande partie du sud de l'Allemagne et du nord de l'Autriche, créant un cadre alliant majesté naturelle et luxe discret. Malgré toute cette magnificence, Hitler visitait rarement le site. Bien qu'il ait été officiellement inauguré le 20 avril 1939, en cadeau pour son 50e anniversaire, on raconte que le dictateur ne s'y est rendu qu'une douzaine de fois. Certains témoignages affirment qu'il souffrait de vertige et que l'ascension en ascenseur de montagne provoquait une claustrophobie. D'autres affirment que le temps changeant et souvent défavorable en haute altitude ne lui était pas agréable. Au-delà de sa présence personnelle limitée, le nid d'aigle acquit une aura quasi mythique autour du Führer. La propagande nazie y contribua, présentant le site comme un refuge surélevé, quasi paradisiaque, d'où Hitler contemplait le Reich tout entier. L'emplacement et la construction avaient une charge symbolique intentionnelle, représentant le Führer dominant le peuple, telle une figure distante et quasi divine. Le site servait de lieu de rencontre diplomatique et de haut niveau, bien qu'en pratique, il ne fut pas un centre de pouvoir ni de décision militaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Kehlsteinhaus resta pratiquement intact.
Contrairement à d'autres complexes nazis, son utilisation resta limitée et son isolement le protégea des bombardements. Le véritable siège du pouvoir sur l'Obersalzberg était le Berghof, plus bas sur la pente, où Hitler passait de longs séjours avec son entourage proche. Le nid d'Aigle, quant à lui, resta un lieu quasi cérémoniel, alimentant le culte de la personnalité du Führer. Structurellement, l'ouvrage est impressionnant, même selon les standards actuels. L'escalier de marbre menant à l'ascenseur lui-même, habillé de laiton poli, les plafonds voûtés de la salle à manger principale et les cheminées en pierre sculptées témoignent de la précision et des efforts déployés. On estime que plus de 3000 ouvriers participèrent à la construction, travaillant dans des conditions dangereuses, bravant les effondrements, la neige et les températures extrêmes. Plusieurs vies furent perdues pendant la construction, bien que ces décès ne furent ni officiellement enregistrés ni commémorés par le régime. La Kehlsteinhaus n'était pas seulement un symbole architectural. Elle devint également un point stratégique pour la propagande alliée à la fin de la guerre, lorsque les troupes américaines commencèrent à avancer vers les bastions nazis. Son image de château de montagne d'Hitler en fit une cible convoitée, non pas pour sa valeur militaire, mais pour sa portée symbolique. Ce bâtiment, bien que rarement visité par Hitler, devint finalement l'une des représentations les plus durables du régime qu'il avait construit. Le paradoxe est évident. Érigé comme un cadeau personnel à l'homme qui aspirait à dominer le monde, il s'avéra finalement plus une relique de montagne qu'une véritable base d'opération. Son histoire est, d'une certaine manière, celle du Troisième Reich lui-même, excessive, ambitieuse, chargée de symboles et, en fin de compte, vouée à l'inutilité. Alors que la guerre touchait à sa fin au printemps 1945, les Alliés progressaient déjà régulièrement vers l'Allemagne. Les régions du sud du pays, jusque-là considérées comme relativement sûres par les dirigeants nazis, commencèrent à devenir des cibles prioritaires. L'Obersalzberg, avec ses résidences, ses bunkers et ses symboles du pouvoir hitlérien, fut désigné comme cible stratégique, moins pour sa valeur militaire que pour son poids symbolique. Le Kehlsteinhaus, bien qu'il n'ait jamais servi de centre de commandement, représentait l'un des éléments les plus emblématiques de l'appareil idéologique nazi. La question qui se posait aux Alliés n'était pas de savoir s'il fallait s'en emparer, mais quand et comment. Fin avril 1945, alors qu'Hitler était retranché dans la depuis le Führerbunker de Berlin, les troupes alliées, principalement issues de la 3e division d'infanterie et de la 101e division aéroportée américaine, commencèrent à s'approcher du complexe d'Obersalzberg. Les forces allemandes sur place opposèrent peu de résistance. De nombreux membres du parti avaient fui, d'autres s'étaient rendus et certains s'étaient suicidés. Le 4 mai 1945, les troupes américaines occupèrent l'Obersalzberg et, peu après, prirent le contrôle du Kehlsteinhaus. Elles ne trouvèrent pas Hitler, comme certains le croyaient encore à l'époque, mais elles découvrirent l'un des symboles les plus puissants du régime, désormais vide et silencieux. Contrairement au Berghof, partiellement détruit par un raid aérien de la Royal Air Force quelques jours plus tôt, le Kehlsteinhaus fut retrouvé pratiquement intact. Sa solide construction en pierre, son isolement et sa valeur stratégique limitée l'avaient préservé du même sort que d'autres bâtiments du régime. À leur arrivée, les soldats alliés furent frappés par la vue, l'architecture et l'aura presque irréelle du lieu. À bien des égards, le Kehlsteinhaus ne ressemblait pas à un théâtre de guerre, mais plutôt à un morceau d'un autre monde, à l'écart du chaos qui régnait en Europe. Après sa prise, le lieu fut pillé. De nombreux soldats emportèrent des objets décoratifs, de la vaisselle, des meubles et même des fragments de marbre de la célèbre cheminée que Mussolini avait offerte à Hitler en souvenir. Ces pièces, emportées sans coordination ni inventaire, furent finalement dispersées aux États-Unis et en Europe, devenant reliques de guerre, trophées personnels ou simples curiosités historiques. Le Kehlsteinhaus, construit comme un monument du pouvoir, fut progressivement démantelé, victime du désintérêt des vainqueurs et de leur besoin d'appropriation symbolique. Durant les premières décennies de l'après-guerre, le sort du Kehlsteinhaus fut au cœur de controverses. Pour les autorités alliées, puis pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le bâtiment représentait un dilemme. D'un côté, il constituait un témoignage tangible du passé le plus sombre de l'Allemagne. De l'autre, sa valeur architecturale et son attrait touristique étaient indiscutables.
On craignait, non sans raison, que le site ne devienne un lieu de pèlerinage pour les sympathisants nationaux socialistes, un symbole susceptible d'être utilisé à des fins idéologiques. En 1952, le contrôle de la région de Berchtesgaden et du Kelsteinhaus fut transféré à l'État libre de Bavière. Afin d'empêcher la sacralisation du site, des mesures furent prises pour en restreindre l'accès et toute forme de glorification du régime nazi fut interdite. Pendant un temps, la démolition du bâtiment, comme celle du Berghof, fut même envisagée. Cependant, son éloignement, les difficultés logistiques et les coûts liés à une opération de destruction aussi complexe conduisirent à reconsidérer cette option. Finalement, dans les années 1950, une décision pragmatique fut prise. La Kelsteinhaus serait préservée, non pas comme lieu de mémoire, mais comme attraction touristique à des fins éducatives et commerciales. En 1952, un café fut ouvert à l'intérieur et, au fil du temps, le bâtiment fut adapté pour accueillir des visiteurs du monde entier. Pour accéder au site, le système d'origine continua d'être utilisé. Le sentier de montagne sinueux suivi d'un ascenseur vertical creusé dans la roche. Depuis, des milliers de touristes gravissent chaque année le Nid d'Aigle, beaucoup ignorant même qu'Hitler y était passé. Aujourd'hui, le Kelsteinhaus fait office de restaurant et de plateforme panoramique. Il est ouvert au public pendant les mois d'été, si le temps le permet. L'intérieur a été rénové, supprimant des éléments pouvant être interprétés comme des hommages au Troisième Reich. Cependant, son caractère historique et pédagogique a été préservé. Adjacent au restaurant, un centre de documentation se trouve sur l'Obersalzberg, plus bas sur la pente, où sont détaillées l'histoire du nazisme, la résidence d'Hitler et la région pendant la guerre. Le bâtiment est resté en excellent état. Sa structure d'origine, faite de pierres massives et de plafonds voûtés, a résisté à l'épreuve du temps et aux intempéries de la montagne. La cheminée en marbre rouge est toujours conservée, bien que fragmentée, et certains éléments décoratifs ont été restaurés ou remplacés. L'ascenseur, avec ses portes d'origine en laiton poli, fonctionne toujours comme en 1938, transportant les visiteurs jusqu'au sommet. Depuis la terrasse, la vue est celle que les hauts dignitaires nazis admiraient, mais sans le poids du pouvoir qui la caractérisait autrefois. Malgré son attrait touristique, le Kelsteinhaus continue de susciter des débats. Pour certains, sa préservation est un moyen de se confronter au passé et de montrer aux nouvelles générations les lieux où se sont construits un ou plusieurs des régimes les plus sombres du XXe siècle. Pour d'autres, sa transformation en restaurant ou en plateforme d'observation banalise son importance historique. Cependant, les autorités locales ont fait preuve de prudence dans sa gestion. Aucune symbolique nazie ni activité commémorative n'y sont autorisées, et la mémoire historique est activement promue grâce au centre de documentation. Ainsi, le Kelsteinhaus a survécu non seulement à la guerre, mais aussi aux tensions mémorielles. Ce qui était autrefois un cadeau personnel au dictateur le plus redouté du siècle a été transformé en un espace ouvert au public, un outil pédagogique et un avertissement silencieux sur ce qui s'est passé. Les pierres qui le soutiennent ne parlent plus de gloire, mais d'histoire. Et du haut des Alpes, où l'air reste froid et raréfié, le Nid d'Aigle observe le passage du temps, plus comme une ruine symbolique que comme un sanctuaire du pouvoir. La destruction de la Führerbunker, la réaction des Soviétiques à leur arrivée au lieu de repos final d'Hitler. Alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à son paroxysme, le Troisième Reich commença à se préparer à un scénario de plus en plus probable. L'effondrement militaire sur le front de l'Est et la nécessité de protéger ses dirigeants des bombardements aériens incessants sur Berlin. C'est dans ce contexte qu'est né l'un des lieux les plus sinistres de l'histoire du XXe siècle, le tristement célèbre Führerbunker, dernier tombeau de Hitler. Situé à environ 11 mètres sous terre, dans le jardin de la chancellerie du Reich, sur la Wilhelmstrasse à Berlin, le bunker fut construit en 1936 pour faire partie d'un système souterrain d'abris antiaériens destiné aux hauts fonctionnaires. Cependant, en 1943, face à l'intensification des bombardements alliés sur la capitale allemande, une expansion massive de l'abri commença. L'objectif était de le transformer en une forteresse souterraine capable de résister au siège et de permettre au Führer et à son entourage de rester opérationnels en cas d'urgence. La construction fut confiée à l'entreprise Hochtief et les travaux furent achevés en 1944 sous la stricte supervision des SS.
Le complexe était divisé en deux sections principales. Le Vorbunker, ou Pré-Bunker, moins profond et construit en 1936, et le Führerbunker lui-même, plus profond et mieux protégé. Ce dernier se composait de 18 pièces réparties dans un espace confiné, aux murs en béton, armés de plus de 4 mètres d'épaisseur. Il était équipé de systèmes de ventilation, d'une alimentation électrique indépendante, d'un puits d'eau, d'un système de chauffage et d'un central téléphonique qui le maintenait en contact direct avec le haut commandement et d'autres agences gouvernementales. Bien que sa conception réponde à des critères strictement fonctionnels, le Führerbunker n'était pas un simple refuge. Tapis, mobilier de bureau et éléments confortables furent installés dans ces pièces afin de recréer une atmosphère de travail et de leadership, même sous terre. L'une des pièces les plus remarquables était la chambre privée d'Hitler, adjacente au bureau d'où il continuerait à donner des ordres jusqu'à ses derniers jours. Une salle pour les réunions de l'état-major, une cuisine, plusieurs bureaux pour les secrétaires et une chambre pour Eva Braun étaient également prévus. Hitler s'installa dans le Führerbunker le 16 janvier 1945. À cette époque, la situation militaire était déjà désespérée. L'armée rouge avançait inexorablement depuis l'Est et les armées alliées approchaient depuis l'Ouest. Berlin était encerclé et les bombardements étaient quotidiens. Du fond du bunker, Hitler tentait de maintenir une impression de contrôle. Il rencontrait les officiers, donnait des ordres impossibles et réprimandait les commandants qui n'avaient plus de troupes à leur disposition. L'atmosphère devenait de plus en plus oppressante, non seulement en raison des conditions physiques du lieu, mais aussi en raison de la tension psychologique qui s'emparait de ses occupants. Entre février et avril 1945, le Führerbunker devint l'épicentre de ce qui restait du gouvernement nazi. C'était un monde souterrain, hermétique, aveugle à la réalité extérieure, où se prenaient des décisions qui n'influençaient plus le cours de la guerre. La propagande continuait de fonctionner. Les fantasmes d'une contre-offensive miraculeuse étaient sans cesse répétés, et Hitler insistait pour que les ordres soient exécutés sans hésitation. Mais dehors, Berlin brûlait. Les rues étaient en ruine, les civils mouraient par milliers et les chars soviétiques approchaient à moins de 10 kilomètres du cœur de la ville. À cette époque, le bunker abritait des personnalités clés du régime, Martin Bormann, Joseph Goebbels et sa famille, Hermann Fegelein, Wilhelm Burgdorf, Hans Krebs et d'autres personnalités de l'état-major. Les secrétaires personnels d'Hitler, dont Traudl Jung, et quelques assistants SS étaient également présents. La vie dans le bunker était tendue, l'air était vicié, l'humidité imprégnait les murs et les nerfs étaient à vif. Les discussions devenaient de plus en plus irrationnelles, les discours d'Hitler plus erratiques et la certitude de la défaite plus insupportable. À la fin du mois d'avril, le Führerbunker n'était plus un centre de commandement, c'était un mausolée vivant. Hitler, âgé, affaibli et conscient de sa fin imminente, rédigea son testament politique le 29 avril. Il y nommait Karl Dönitz comme successeur et affirmait sa détermination à ne pas être fait prisonnier. Le même jour, il épousait Eva Braun lors d'une cérémonie intime dans le bunker. Le lendemain, le 30 avril, ils se suicidèrent tous deux. Hitler se tira une balle dans la tête, tandis qu'Eva ingéra du cyanure. Leurs corps furent enveloppés dans des couvertures, aspergés d'essence et brûlés dans le jardin de la chancellerie, sur ordre exprès du dictateur lui-même, afin d'empêcher que leurs restes ne tombent aux mains des soviétiques. Le bunker fut le théâtre de nouveaux suicides les jours suivants. Joseph Goebbels et sa femme Magda empoisonnèrent leurs 6 enfants dans l'une des chambres avant de se suicider dans le jardin. Plusieurs officiers et assistants SS choisirent également la mort plutôt que la reddition. Le 2 mai 1945, les forces soviétiques prirent le contrôle de la chancellerie et pénétrèrent dans le Führerbunker. Elles découvrirent un paysage de dévastation, décombres, cadavres, papiers éparpillés, restes calcinés et une odeur insupportable. L'endroit n'était plus un centre de pouvoir, c'était le cimetière souterrain d'un régime qui refusait de disparaître dignement. La chute du Führerbunker ne fut pas un acte de conquête épique, mais l'aboutissement logique d'une guerre qui approchait de sa fin inévitable. Lorsque l'armée rouge traversa la Spree et pénétra au cœur de Berlin, elle le fit avec une détermination absolue, écraser ce qui restait du Troisième Reich.
Aux premières heures du 2 mai 1945, alors que les derniers combats faisaient rage rue après rue, les troupes soviétiques pénétrèrent dans l'enceinte de la chancellerie du Reich. Le silence qui régnait sur le jardin dévasté n'annonçait pas la victoire, mais la fin d'un cauchemar. L'entrée du Führerbunker se trouvait parmi les décombres du jardin arrière de la chancellerie, dissimulée sous des dalles de béton et de la terre remuée par les bombardements. En entrant, les soldats soviétiques furent confrontés à une scène étouffante et profondément symbolique. Des murs de béton fissurés, une odeur âcre de poudre à canon et des corps sans vie éparpillés dans plusieurs pièces. Les restes calcinés retrouvés à l'extérieur étaient ceux d'Adolf Hitler et d'Eva Braun, bien que leur identification définitive ne fût pas immédiatement établie. Staline exigea que les informations concernant leur mort restent secrètes, exploitant l'incertitude géopolitique de l'époque. Le bunker fut alors soumis à une inspection minutieuse par les soviétiques, qui emportèrent documents, effets personnels, rapports et restes humains pour analyse à Moscou. Au cours des mois suivants, des agents du renseignement du Smersh et du NKVD restèrent à Berlin pour recueillir des preuves sur le sort du Führer. Ce faisant, de nombreuses pièces furent retirées du pays, classées secrètes ou purement et simplement détruites. Le lieu, cependant, ne servait plus à rien. C'était une coquille creuse, sans vie et sans but. Après sa prise, le Führerbunker fut scellé. L'entrée fut scellée et les autorités soviétiques procédèrent à la démolition de ce qui restait de la chancellerie du Reich, gravement endommagée par les bombardements et l'assaut final. Entre 1947 et 1949, le nouveau régime communiste de la RDA, sous l'influence directe de Moscou, prit des mesures pour éliminer physiquement les vestiges du régime nazi. Les ruines furent démantelées à la dynamite et de nombreuses pierres du bâtiment furent réutilisées pour la reconstruction de Berlin. Mais le Führerbunker demeura souterrain. Ses murs renforcés, de plus de 4 mètres d'épaisseur, résistèrent aux premières tentatives de dynamitage. Dans les années 1950, la zone fut rasée et transformée en terrain vague. Au fil du temps, un parking, des espaces verts et des complexes résidentiels furent construits dessus. L'entrée du bunker fut comblée de terre, sa structure scellée et oubliée pendant des décennies. La RDA avait un objectif clair, effacer les symboles du nazisme de la mémoire urbaine. Et le bunker, de par sa valeur propagandiste pour les nostalgiques du Reich, représentait un danger idéologique. Pendant la guerre froide, le Führerbunker resta invisible, tant pour les citoyens que pour les touristes. Les autorités allemandes n'y apposèrent aucune plaque commémorative et n'autorisèrent aucune visite. Même les historiens en avaient un accès restreint. Ce n'est qu'après la chute du mur de Berlin en 1989 que l'intérêt pour le site refit surface. Dans les années 1990, une vague de révision historique suscita la recherche des vestiges des infrastructures du Troisième Reich. Les autorités de l'Allemagne réunifiée confirmèrent officiellement l'emplacement du bunker, quoique avec une extrême prudence. On craignait que le site ne devienne un lieu de pèlerinage pour les groupes néo-nazis. En 2006, à l'occasion de la Coupe du monde de football organisée en Allemagne, il fut décidé d'installer une plaque d'information dans le quartier de la Gertrud-Kolmar-Straße, entre des immeubles résidentiels où se trouvait le Führerbunker. La plaque offre un bref résumé historique accompagné de plans illustrant la structure souterraine. Il n'y a ni monumentalisation ni musée. Il n'y a pas d'entrée désignée ni de visite guidée. La politique officielle allemande est claire, ne pas glorifier le passé, ne pas mythifier le site. Aujourd'hui, le sol sous ce qui reste du Führerbunker est un espace monotone et banal. Ni les voitures garées, ni les aires de jeu pour enfants à proximité ne laissent présager que sous ses pieds se trouve l'une des arènes les plus décisives du XXe siècle. La structure, bien que partiellement détruite et effondrée, existe encore, en grande partie. Elle est scellée, inondée et fragmentée, avec des pièces restées intactes et d'autres remplies de béton. On estime qu'environ 30% du complexe d'origine est encore debout, bien qu'inaccessible. La décision de ne pas reconstruire ni transformer le musée du Führerbunker a suscité un débat universitaire et culturel. Certains prônent la préservation du site comme témoignage de l'horreur, d'autres soulignent le risque de le transformer en lieu de culte. L'Allemagne a opté pour une voie médiane, reconnaître l'histoire sans la transformer en spectacle. En ce sens, le bunker est presque un tombeau scellé.
Non par respect pour le dictateur, mais par respect pour la vérité et les victimes. La destruction du Führerbunker ne fut ni immédiate ni absolue. Il s'agissait plutôt d'un long processus d'effacement, physique, symbolique et politique. Le fait qu'il demeure encore sous terre, en partie intact, est un paradoxe qui résume la difficulté de l'Allemagne à accepter son passé. Il ne s'agit pas d'oublier, mais il ne s'agit pas non plus de préserver des ruines comme des reliques. Le Führerbunker était le ventre de la faim. Le nazisme y est mort, non pas en martyr, mais en monstre acculé. Ainsi, le lieu où Hitler a donné ses derniers ordres et a mis fin à ses jours existe toujours, mais caché, telle une cicatrice souterraine dans une ville qui renaît. Villa Bogensee. Pourquoi l'Allemagne ne sait pas quoi faire de la luxueuse demeure du ministre de la propagande Goebbels? Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Troisième Reich, était bien plus qu'un habile manipulateur des masses. Il était avant tout un artisan de la haine, un homme qui comprenait le pouvoir des mots et des images en temps de crise et qui savait transformer l'appareil d'État en un instrument de contrôle total. Intellectuel raffiné et rhétoriquement brillant, Goebbels s'éleva de la médiocrité politique à l'un des hommes les plus puissants et les plus redoutés du régime nazi. Ce faisant, il se construisit un sanctuaire privé, la Villa Bogensee. Situé au nord de Berlin, sur les rives du lac Bogensee, le domaine s'étend au cœur des forêts denses de la région de Wandlitz. C'était un cadre bucolique, isolé, presque idyllique, où l'agitation de la capitale s'estompait au milieu des grands arbres et des sentiers solitaires. Goebbels découvrit le site lors d'une randonnée dans les années 30 et fut fasciné. Il demanda rapidement à l'État prussien d'acquérir le terrain et reçut une cabane en bois en cadeau en 1936 pour son 39e anniversaire. Des années plus tard, entre 1939 et 1940, la construction de la villa principale fut achevée, une imposante résidence néoclassique conçue pour refléter à la fois le pouvoir du souverain et sa sensibilité esthétique raffinée. La villa Bogensee n'était pas seulement une résidence de vacances. C'était un centre d'opérations parallèle, un lieu où Goebbels se retirait pour écrire des discours, concevoir des campagnes de propagande et recevoir des visiteurs discrets. Dans ces pièces spacieuses, décorées de boiseries sombres, de tapisseries et de meubles de conception allemande, on discutait de certains des messages les plus toxiques du Troisième Reich. Le bureau personnel du ministre, surplombant le lac, était doté d'une bibliothèque de milliers de volumes, dont beaucoup étaient consacrés à l'art, à la philosophie et à la littérature classique, des intérêts que Goebbels cultivait depuis sa jeunesse. La villa comptait plus de 30 pièces, un cinéma privé, une somptueuse salle à manger et de spacieuses terrasses surplombant l'eau. C'était, par essence, un palais moderne niché dans la nature sauvage. Des bâtiments annexes, des jardins géométriques et des chemins privés l'agrémentaient. Goebbels utilisait la propriété pour recevoir des personnalités importantes du régime, mais aussi pour organiser des réunions de famille. La villa fut le théâtre de nombreuses rencontres avec sa femme Magda et ses 6 enfants, qui y passèrent de longs séjours. On suppose également qu'il utilisait la maison comme refuge pour ses relations extra-conjugales, notamment avec des actrices de cinéma allemandes, un secteur qu'il contrôlait d'une main de fer depuis son ministère. Pendant la guerre, la villa Bogensee prit une importance nouvelle. Bien que Goebbels n'en ait jamais fait un quartier général stratégique, il l'utilisa fréquemment comme refuge lorsque la situation à Berlin devenait trop tendue. Il y écrivit des articles incendiaires pour le journal Das Reich, prépara des discours à la radio et peaufina sa rhétorique pour maintenir le moral d'un pays qui commençait à s'effondrer. Malgré la guerre, la villa fut soigneusement entretenue. Elle ne fut jamais bombardée et son éloignement garantissait une relative sécurité, même aux moments les plus critiques du conflit. Le rôle de Goebbels dans la vie publique nazie fut omniprésent. Orateur charismatique, partisan d'un antisémitisme virulent et figure centrale de l'organisation de la Nuit de Cristal, sa responsabilité dans les crimes du régime fut immense. Dans les dernières phases de la guerre, il resta fidèle à Hitler jusqu'au bout. Il s'installa avec sa famille au Führerbunker en avril 1945. C'est là, après le suicide d'Hitler, qu'il empoisonna ses propres enfants avant de se donner la mort avec Magda. Ce fut la fin de l'un des hommes les plus sombres du XXe siècle. La villa Bogensee, cependant, resta intacte. Loin du chaos berlinois, elle ne fut ni pillée ni détruite. Son relatif isolement, combiné au désintérêt immédiat des forces alliées pour les propriétés rurales, lui permit de subsister.
À la fin de la guerre et à la désintégration du Troisième Reich, de nombreuses propriétés des dirigeants nazis furent détruites ou abandonnées, rasées par les bombardements ou par l'incendie symbolique d'une Allemagne qui devait enterrer son passé. En revanche, la Villa Bogensee, résidence privée de Joseph Goebbels au nord de Berlin, fut épargnée. Son éloignement, loin des centres urbains les plus durement touchés, et son apparente inutilité militaire la préservèrent du sort réservé aux autres demeures nazies. Elle constitua une exception dans le vaste processus de démolition de l'héritage nazi. Après la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne en mai 1945, la région où se trouvait la villa passa sous contrôle soviétique. Les troupes soviétiques qui occupèrent Berlin et ses environs trouvèrent Bogensee intacte, meublée, fonctionnelle et encore somptueuse. Cependant, elles ne la pillèrent pas entièrement. Contrairement au Berghof d'Hitler, immédiatement pillé, la maison de Goebbels était considérée par les soviétiques comme un espace utile à leurs propres fins. Ainsi commença une nouvelle ère pour la résidence, la transformation d'un symbole du pouvoir nazi en outil du nouveau régime communiste. Au début des années 1950, la République démocratique allemande, désormais établie comme État satellite de Moscou, s'appropria officiellement la Villa Bogensee. Elle fut transférée à la Jeunesse allemande libre, l'organisation de jeunesse du Parti socialiste unifié. Ironiquement, le lieu où Goebbels perfectionna les rouages du totalitarisme fut réaffecté à la formation des nouvelles générations de cadres communistes. Ces salons furent utilisés pour des séminaires, des camps politiques et l'enseignement de la doctrine marxiste-léniniste. La maison fut intégrée à un complexe éducatif plus vaste, qui s'étendait sur plusieurs hectares autour du lac. Pendant plus de 4 décennies, la villa servit de centre de formation idéologique. Ses murs, autrefois théâtre de discours haineux, furent désormais décorés de portraits de Marx, Engels et Lénine. Les pièces furent transformées en salles de classe. Le cinéma privé de Goebbels fut transformé en espace de projections éducatives, et les jardins devinrent des espaces de loisirs et d'activités communautaires. La mémoire du passé nazi fut délibérément passée sous silence. Bien que les autorités sachent parfaitement à qui appartenait la maison, elles ont choisi d'effacer leurs traces, en reconfigurant l'espace selon la logique du présent socialiste. La chute du mur de Berlin en 1989 et la réunification allemande qui s'ensuivit en 1990 marquèrent un nouveau tournant dans l'histoire de la Villa Bogensee. L'effondrement de la RDA entraîna également la dissolution de la FDJ en tant qu'organisme d'État et l'abandon progressif de nombre de ses installations. La villa, jusque-là maintenue dans un état acceptable, fut fermée et laissée inoccupée. Elle commença alors à subir un lent processus de dégradation alimenté par le manque de ressources et l'absence de plans d'utilisation clairs. Contrairement à d'autres sites historiques, le passé de Bogensee posa problème aux autorités du nouvel État unifié. Au cours des années 1990, diverses propositions de reconversion du site émergèrent. Certains suggérèrent de le transformer en mémorial du nazisme et du communisme, d'autres en espace artistique ou en centre éducatif neutre. Cependant, la plupart des projets échouèrent faute de financement, de litiges administratifs ou par crainte que le site ne devienne un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques du Troisième Reich. L'État de Berlin, auquel appartient actuellement le bien, a exprimé à plusieurs reprises son intention de le vendre ou de le louer, mais sans succès. Au début du XXIe siècle, la Villa Bogensee a fait l'objet de reportages, d'enquêtes journalistiques et de débats publics. Son architecture parfaitement préservée, ses plus de 16 hectares de forêts et de bâtiments, ainsi que son origine controversée, en font une rareté historique. C'est le seul bâtiment ayant appartenu à un haut dirigeant nazi à être resté pratiquement intact sur le sol allemand. Ni le Berghof, ni la maison de Göring, ni les résidences de Himmler ou de Bormann n'ont survécu sous cette forme. Ce fait soulève des dilemmes éthiques et politiques quant à sa préservation. Cependant, depuis 2012, la villa est fermée au public, bien qu'elle soit parfois autorisée à l'intérieur lors de visites guidées organisées par des historiens locaux ou des fondations privées. Certaines pièces conservent encore une partie du mobilier d'origine de l'époque nazie, d'autres sont vides ou partiellement restaurées. Le cadre naturel a été respecté et le lien avec le lac Bogensee demeure l'un des principaux attraits du site. Mais la maison, par essence, reste suspendue dans le temps.
un rappel inconfortable des liens entre l'esthétique, le pouvoir et la propagande. À ce jour, il n'existe aucun plan officiel concret pour sa réhabilitation. La ville de Berlin a lancé un appel aux investisseurs privés souhaitant utiliser le site à des fins culturelles ou éducatives, mais la réputation du site, sa portée symbolique et les exigences légales ont empêché quiconque de se lancer dans ce projet. La possibilité de sa démolition a été évoquée, quoique avec des réserves. Sa transformation en mémorial des dangers de la manipulation idéologique et de la propagande sur le modèle du centre de documentation nazi de Munich a également été proposée. Cependant, aucun projet n'a abouti. Actuellement, la Villa Bogensee demeure dans les limbes, une sorte de joyau maudit, trop contaminé par son passé pour être réutilisé sans controverse, mais trop intact et précieux pour être démoli. Elle reflète les tensions autour de la mémoire historique en Allemagne. Un pays qui a déployé d'énormes efforts pour affronter son passé, mais qui doit encore faire face aux traces matérielles de ses personnages les plus tristement célèbres. Dans la forêt de Wandlitz, l'ombre de Goebbels flotte encore parmi les arbres, silencieuse mais présente. L'héritage de l'architecture nazie, le sort de la maison et de l'atelier d'Albert Speer à Obersalzberg. Albert Speer, surnommé l'architecte du Troisième Reich, était l'une des figures les plus complexes du cercle intime d'Adolf Hitler. Son ascension au sein du régime nazi fut fulgurante, d'abord comme architecte officiel du Führer, puis comme ministre de l'armement et de la production de guerre. Son talent technique, son détachement apparent à l'égard des politiques les plus brutales du régime et sa maîtrise du langage justificatif lui permirent de projeter l'image d'un bon nazi après la guerre, malgré son implication profonde dans le système du travail forcé et la machine de guerre allemande. Au sommet de son pouvoir, Speer possédait une résidence privée et un atelier à Obersalzberg, tout près du Berghof d'Hitler. La maison de Speer à Obersalzberg n'était pas un caprice personnel, mais une conséquence naturelle de sa proximité avec le Führer. Dans les années 1930, Obersalzberg était devenu le bastion montagnard du pouvoir nazi. Hitler transforma cette région alpine en une enclave privée, où fut construit non seulement le Berghof, sa célèbre résidence bavaroise, mais aussi une infrastructure complète avec routes, tunnels, bâtiments auxiliaires et postes de garde. C'était, en réalité, un quartier général semi-clandestin d'où étaient prises les décisions clés. Speer, faisant partie de ce cercle de confiance, se devait d'être présent de corps et d'esprit. La maison d'Albert Speer fut construite dans un style fonctionnel et sobre, fidèle au goût architectural qu'il prônait lui-même. Loin du style baroque des autres bâtiments nazis, sa maison allie élégance moderne et rationalité spatiale clairement conçue pour le travail. Située à proximité du Berghof, elle permettait un accès rapide aux réunions privées d'Hitler. Le bâtiment comprenait des bureaux, une bibliothèque personnelle et un salon où Speer a conçu des projets architecturaux monumentaux, tels que la nouvelle chancellerie du Reich à Berlin, ainsi que des éléments logistiques pour le ministère de l'Armement. L'atelier de Speer était plus qu'un espace de travail. C'était un laboratoire d'idées au service d'un régime totalitaire. C'est là que furent conçues les grandes lignes de Germania, ce projet mégalomane visant à transformer Berlin en capitale du monde sous domination allemande. Colonnes colossales, avenues sans fin et dômes gigantesques. Tout cet univers architectural naquit parmi les croquis et les maquettes de son bureau alpin. Cependant, avec le déclenchement de la guerre, l'atelier se concentra sur une tâche plus immédiate, accroître l'efficacité de la production de guerre à tout prix, même en recourant massivement au travail forcé. Comme de nombreuses propriétés d'Obersalzberg, la maison de Speer subit de graves dommages lors des bombardements alliés d'avril 1945. Le quartier fut la cible d'un raid aérien intensif mené par la Royal Air Force britannique dont l'objectif était d'affaiblir le dernier bastion symbolique du pouvoir nazi. Bien que la maison de Speer ne fût pas entièrement détruite, elle fut rendue inutilisable et abandonnée peu après la capitulation. Comme beaucoup d'autres bâtiments du complexe, il a été pillé par des soldats et des civils dans les jours chaotiques qui ont suivi l'effondrement du Troisième Reich. Après la fin de la guerre, la région d'Obersalzberg fut occupée par les forces américaines. La maison de Speer, aujourd'hui partiellement en ruine, fut inspectée, fouillée et documentée. Cependant, elle ne fit pas l'objet d'une attention particulière contrairement à d'autres propriétés directement associées à Hitler.
La raison était claire. Speer, bien qu'ayant été l'un des principaux dirigeants de l'appareil de guerre nazi, projetait une image moins idéologique et plus technocratique. De plus, lors du procès de Nuremberg, où il fut condamné à 20 ans de prison, Speer parvint à se présenter comme un homme repenti, éloigné du fanatisme. Au fil des décennies, le paysage d'Obersalzberg se transforma. Dans les années 1950, les autorités bavaroises, en collaboration avec l'armée américaine, décidèrent de démolir une grande partie des ruines du complexe afin d'empêcher qu'elles ne deviennent des lieux de culte néo-nazis. De nombreuses résidences furent dynamitées ou réduites en ruines. La maison de Speer, en revanche, fut discrètement démantelée. Ses vestiges furent enfouis sous la végétation ou emportés sans laisser de traces visibles. Contrairement au Berghof, dont la destruction fut documentée et photographiée, la disparition de la demeure de Speer eut lieu sans cérémonie ni attention publique. Aujourd'hui, l'emplacement exact de sa maison peut être localisé grâce à des cartes historiques et des photographies aériennes, mais aucune structure ne subsiste. Le terrain a été réintégré au paysage naturel de la région, partiellement reboisé et transformé en zone touristique et éducative. Depuis les années 1990, le gouvernement bavarois mène une politique mémorielle active à Obersalzberg. En 1999, le Dokumentationszentrum Obersalzberg a été inauguré. Ce centre de documentation relate clairement l'utilisation de cette zone par le régime nazi et les crimes qui y étaient associés. Bien que le centre de documentation soit situé sur une colline voisine, au sein de l'ancien complexe d'Obersalzberg, les maisons de hiérarques comme Speer n'ont été ni reconstruites ni commémorées. Il s'agit d'une décision délibérée visant à privilégier l'histoire plutôt que l'architecture du pouvoir. Pourtant, pour ceux qui étudient le passé du nazisme, l'ancien site de la maison de Speer reste un point de référence, un symbole de la façon dont l'idéologie peut se matérialiser dans des espaces physiques et comment ces espaces, à leur tour, reflètent l'esprit d'une époque. Le Berghof d'Hitler, l'histoire et le destin macabre de la résidence d'Obersalzberg, située dans la région montagneuse idyllique de Bavière, le Berghof était bien plus qu'une simple maison de campagne. C'était le refuge personnel d'Adolf Hitler et en même temps le siège informel du pouvoir du Troisième Reich. Depuis ce coin reculé du monde, Hitler passait de longs moments non seulement à se reposer, mais aussi à prendre des décisions d'une importance capitale pour le cours de l'histoire. Le Berghof devint une sorte de sanctuaire idéologique où naissaient des plans, signaient des traités et construisaient la mythologie du nazisme. Les origines du Berghof remontent aux années 1920. En 1923, après l'échec du putsch de Munich, Hitler fut emprisonné à Landsberg. Après sa libération, il écrivit « Mein Kampf », une œuvre qui lui rapporta d'importants droits d'auteur. Avec cet argent, il acheta en 1928 une modeste maison de montagne, la Haus Wachenfeld, située à Obersalzberg, un lieu déjà réputé pour être un lieu de retraite pour l'élite allemande. Initialement rustique et petite, la maison, perchée sur une colline et offrant une vue spectaculaire sur les Alpes de Berchtesgaden, lui conférait un attrait unique. C'est pourquoi, durant ses premières années, Hitler utilisa cette résidence pour écrire, lire et tenir des réunions privées avec ses proches. Mais avec son accession au pouvoir en 1933, l'importance d'Obersalzberg changea radicalement. En 1935, la modeste maison Wachenfeld fut complètement transformée. L'architecte Alois Degano a conçu une nouvelle structure imposante de style alpin, dotée de vastes terrasses, de fenêtres panoramiques, d'une vaste bibliothèque et d'une majestueuse salle de réception. Le résultat a été surnommé le Berghof, littéralement la maison de montagne. La rénovation n'était pas un simple projet d'amélioration de l'habitat, c'était une opération d'État. Des fonds publics furent investis et la propriété devint une extension officieuse du pouvoir exécutif nazi. Hitler y séjourna de longs séjours, notamment entre le printemps et l'automne. Depuis le Berghof, il communiquait avec ses ministres, recevait la visite de dirigeants étrangers tels que Benito Mussolini, le duc de Windsor et Neville Chamberlain, et tenait des réunions stratégiques avec de hauts commandants militaires. Le Berghof revêtait également une dimension profondément symbolique. Dans le récit de propagande du régime, l'image d'Hitler, dirigeant pragmatique, réfléchi et paternel, se forgeait en grande partie à partir de ce lieu.
Des photographies soigneusement orchestrées le montraient marchant sur des sentiers de montagne, entouré d'enfants, ou assis paisiblement aux côtés de son berger allemand, Blondie. Joseph Goebbels, ministre de la propagande, comprenait bien la valeur de ces scènes. Hitler était non seulement craint, mais aussi vénéré comme une figure quasi mystique. La maison avait une structure alliant confort et sobriété. Le rez-de-chaussée abritait un spacieux salon avec cheminée, décoré de portraits, de tapisseries et d'un mobilier luxueux mais sobre. L'un de ses éléments les plus célèbres était une fenêtre panoramique de près de 8 mètres de large, mécaniquement abaissée pour ouvrir le salon sur le paysage alpin, une prouesse technique pour l'époque. À l'étage se trouvaient les chambres d'Hitler et d'Eva Braun, ainsi que des pièces pour les domestiques et le personnel de sécurité. Malgré l'aura de tranquillité qu'il dégageait, le Berghof était loin d'être un lieu inoffensif. Des aspects cruciaux de l'expansion territoriale du Reich y étaient supervisés. En 1938, par exemple, Hitler y reçut le Premier ministre britannique Neville Chamberlain dans le contexte de la crise des Sudètes. C'est dans cette même maison que furent discutés les termes des accords de Munich, qui aboutirent à la cession de la Tchécoslovaquie à l'Allemagne sans coup férir. Au fil des ans, Obersalzberg se transforma en véritable citadelle du pouvoir nazi. Les SS établirent un cordon de sécurité strict et des tunnels, des abris anti-aériens, des bureaux administratifs et des résidences furent construits pour d'autres hauts fonctionnaires tels que Martin Bormann, Hermann Göring et Albert Speer lui-même. Le quartier tout entier fut systématiquement nettoyé de ses habitants, dont beaucoup furent expulsés et expropriés afin d'étendre le périmètre de sécurité. Pendant la guerre, Hitler alterna entre le Berghof et la tanière du Loup en Prusse orientale. Malgré le conflit, il continua de séjourner à l'Obersalzberg, notamment entre 1939 et 1944. Cependant, avec la détérioration de la situation militaire, sa présence au Berghof diminua. Sa dernière visite documentée remonte à juillet 1944, peu avant l'attentat manqué contre lui à Rastenburg. Dès lors, il se réfugia presque exclusivement dans le bunker de Berlin. Le 25 avril 1945, alors que le Troisième Reich était à son crépuscule, le ciel d'Obersalzberg s'assombrit sous le rugissement de plus de 300 bombardiers de la RF britannique. L'opération n'était ni fortuite ni symbolique. Son objectif était la destruction du bastion alpin du nazisme. Par vagues successives, les bombes s'abattirent avec une précision chirurgicale sur le Berghof, la résidence d'Adolf Hitler, et sur l'ensemble du complexe nazi d'Obersalzberg. Bien qu'absent, Hitler avait fait de ce lieu un symbole de sa puissance, et les Alliés voulaient s'assurer que chaque vestige de son héritage soit détruit, physiquement et spirituellement. Les impacts détruisirent partiellement le Berghof. La façade fut carbonisée, le toit s'effondra et de nombreuses pièces intérieures furent réduites en ruines. Cependant, une partie de la structure survécut. Après les bombardements, les troupes américaines du 3e régiment d'infanterie, rattachées à la 101e division aéroportée, arrivèrent dans la zone le 4 mai 1945. La guerre en Europe n'était pas encore officiellement terminée, la capitulation étant signée quelques jours plus tard, mais le haut commandement allié souhaitait occuper immédiatement toute installation nazie symboliquement significative, et peu d'entre elles l'étaient autant que le Berghof. Lorsque les soldats américains pénétrèrent dans le complexe, ils découvrirent un lieu désolé. De nombreux dirigeants nazis avaient déjà fui et les bâtiments étaient abandonnés. Ils découvrirent un mélange de ruines et de vestiges de la vie quotidienne du Führer, meubles partiellement détruits, vaisselle frappée de croix gammées, photographies, documents, uniformes, bouteilles de vin, effets personnels d'Eva Braun, et une atmosphère glaciale de défaite. Une partie du butin fut collectée comme preuve, une autre saisie comme trophée et une autre encore purement et simplement pillée. L'une des découvertes les plus curieuses fut le vaste réseau de tunnels et d'abris souterrains reliant non seulement le Berghof aux autres bâtiments du complexe d'Obersalzberg, mais aussi aux dépôts d'armes, aux archives et aux bunkers conçus pour résister aux raids aériens. Ces structures témoignaient du niveau de paranoïa auquel le régime avait été soumis durant ces dernières années et de la planification méticuleuse nécessaire pour résister même à une invasion directe. Bien que beaucoup de ces tunnels aient été scellés ou détruits par la suite, certains fragments peuvent encore être visités aujourd'hui dans le cadre de circuits touristiques guidés.
Le Berghof, bien que gravement endommagé, ne fut pas entièrement détruit lors de ce premier bombardement. Pour des raisons stratégiques et afin d'empêcher que le site ne devienne un lieu de pèlerinage néo-nazi, les autorités d'occupation décidèrent de dynamiter ce qui restait en 1952. Le gouvernement bavarois, qui avait repris l'administration de la zone, supervisa la démolition complète des ruines. Rien ne fut laissé au hasard, l'entrée principale fut scellée avec du ciment, les fondations recouvertes de terre, et toute commémoration ou référence publique au site fut interdite pendant des décennies. Parallèlement, le reste du complexe de l'Obersalzberg connut divers destins. Certaines structures furent converties à un usage militaire par les forces américaines, qui maintinrent une base dans la zone jusqu'au début des années 1990. La présence militaire limita l'accès des civils à la zone, contribuant ainsi à la tenir à l'écart du tourisme sensationnel ou des groupes extrémistes. La villa de Göring fut détruite. La maison de Bormann également, et de nombreuses autres résidences de dirigeants nazis furent réduites en ruines. Durant l'après-guerre et la guerre froide, parler du Berghof était presque tabou en Allemagne. La mémoire du nazisme était tiraillée entre le besoin de se souvenir pour ne pas répéter et la volonté d'effacer toute trace de son existence. L'Obersalzberg était resté suspendu dans ses limbes. Cependant, au fil des décennies, la perspective a évolué. L'accent n'était plus mis sur la glorification, mais sur la documentation et l'éducation. Dans les années 1990, avec le retrait de l'armée américaine, le gouvernement bavarois et diverses institutions culturelles ont décidé de réorienter l'utilisation du site vers la mémoire historique. En 1999, le centre de documentation de l'Obersalzberg a été inauguré. Ce musée et centre éducatif retrace non seulement l'histoire du nazisme, mais aussi le rôle spécifique de ce quartier dans la consolidation du pouvoir d'Hitler. L'exposition comprend des photographies inédites, des documents, des entretiens et des reconstitutions numériques du Berghof, ainsi qu'une section expliquant sa destruction. Aujourd'hui, l'emplacement exact du Berghof n'est indiqué ni par des plaques ni par des panneaux. À la place, on trouve une zone boisée, envahie par les mauvaises herbes et les arbres. Certaines fondations restent partiellement visibles, protégées par des clôtures. La politique officielle a été de ne pas monumentaliser le site afin d'éviter toute forme de fétichisation. Pourtant, chaque année, des milliers de visiteurs parcourent les sentiers alpins de l'Obersalzberg, attirés par ce mélange d'histoire, de paysages et de curiosité morbide. Nombre d'entre eux le font par respect, d'autres, malheureusement, pour des raisons plus obscures. Le débat sur le sort de lieux comme le Berghof se poursuit. Certains plaident pour la disparition de toute trace physique, d'autres pour que la mémoire soit préservée par des ruines visibles, comme un avertissement permanent. En réalité, le Berghof n'existe plus en tant que structure, mais son histoire continue de planer comme une ombre sur la mémoire européenne. La garde des loups de Himmler, SS Hochwald, son histoire, sa destruction et son état actuel. Dans les dernières années du Troisième Reich, alors que la machine de guerre commençait à s'effondrer sous le poids de ses propres ambitions, Heinrich Himmler, Reichsführer de la SS, chercha refuge et direction dans une enclave secrète située dans les forêts denses de l'actuelle Pologne orientale. Il s'agissait du SS Hochwald, aussi connu sous le nom de Garde du Loup. Ce complexe, moins célèbre que le Tanière du Loup d'Hitler en Prusse orientale, plus célèbre, était conçu comme le centre opérationnel personnel d'Himmler, un refuge où il pouvait continuer à diriger les affaires de la SS, même lorsque Berlin était sous le feu. Situé près du village de Pozesdrz, à Großgarten, dans les forêts denses du nord-est de la Pologne, cette caserne cachée commença sa construction entre 1943 et 1944, alors qu'il était déjà évident que la guerre ne jouait pas en faveur du Troisième Reich. Contrairement à d'autres bases, la SS Hochwald était conçue dans une optique plus défensive et survivaliste, avec des abris camouflés, des bunkers renforcés, un système de tunnels souterrains et des casernes pour le personnel d'élite. Le complexe était conçu comme une structure autonome. Il comprenait des générateurs électriques, des systèmes d'eau potable, des communications codées et des défenses antiaériennes. Les bâtiments étaient disposés de manière dispersée, entourés d'arbres et dissimulés derrière des filets de camouflage. La conception était typiquement nazie, fonctionnelle, épurée et axée sur la survie et l'endurance. On sait qu'Himmler a utilisé le Hochwald comme quartier général de son commandement personnel pendant au moins plusieurs mois,
entre 1944 et début 1945. Durant cette période, des réunions secrètes SS s'y tenaient. Les listes de déportation étaient examinées et des ordres pour l'administration des camps de concentration étaient émis. Certains des derniers plans désespérés du régime nazi furent également élaborés au Hochwald, comme l'organisation des unités de Werwolf, des groupes de guérilla qui devaient opérer après l'occupation alliée. Dans cet espace sombre, Himmler se réfugia dans un isolement idéologique, tandis que la réalité du front le menait inexorablement vers la défaite. L'effondrement du Hochwald fut aussi brutal que celui du reste du Troisième Reich. En janvier 1945, alors que l'offensive Vistule-Oder battait son plein et que l'armée rouge avançait sans relâche depuis l'Est, les troupes soviétiques approchaient de la zone de Masurie. Les SS encore présents dans le complexe reçurent l'ordre d'évacuer et de détruire toutes les preuves. Le retrait fut chaotique. Himmler, de son côté, s'était déjà déplacé vers l'ouest, tentant de réorganiser le commandement depuis des lieux plus sûrs. En quelques heures, le SS Hochwald fut abandonné et partiellement détruit par ses propres occupants. Les entrées des bunkers furent dynamitées, des documents brûlés, des équipements de communication détruits, et la zone ne fut plus qu'un champ désolé au cœur de la forêt. Cependant, comme ailleurs, la destruction fut incomplète. À son arrivée, l'armée rouge trouva des ruines fumantes, des restes d'uniformes, des documents calcinés et des structures en béton encore debout. Les soviétiques auraient inspecté minutieusement le site à la recherche de preuves compromettantes ou de technologies de valeur. Pendant des décennies, le site est resté oublié, englouti par la végétation. La région est passée sous contrôle polonais après la fin de la guerre et de nombreuses ruines ont été englouties par la végétation. Le site n'a été ni utilisé par les autorités polonaises, ni aménagé à des fins publiques. En partie à cause de la stigmatisation qui l'entourait et en partie à cause du silence officiel de l'ère communiste, l'existence même du Hochwald a été niée ou minimisée pendant des années. Ce n'est que dans les années 2000 que les historiens, archéologues et explorateurs urbains ont commencé à redécouvrir le site. Parmi les arbres, on trouvait encore des structures en béton à moitié détruites, des entrées de tunnels effondrées et des traces de tranchées. Des chercheurs polonais et allemands ont pu identifier l'emplacement exact de plusieurs bâtiments grâce à d'anciennes cartes et aux témoignages de soldats SS ayant survécu au conflit. Ces preuves matérielles coïncidaient avec les rapports des services de renseignement alliés qui évoquaient le tristement célèbre quartier général personnel d'Himmler dans les forêts de Masurie. Malgré ces avancées, le site n'a jamais été officiellement transformé en mémorial ni protégé au titre du patrimoine historique. Certains fragments du complexe ont été pillés ou vandalisés par des chasseurs de reliques. D'autres ont été recouverts de mousse, fusion symbolique entre l'histoire et la nature qui les ensevelit. Aujourd'hui, seuls des guides spécialisés et des amateurs de tourisme noir visitent la région. Ils le font souvent sans signalisation claire, guidés par des coordonnées GPS et des récits fragmentaires. Le SS Hochwald, dans son anonymat et ses ruines, représente l'une des faces les plus sombres du nazisme, l'obsession du contrôle total, le secret absolu et la volonté de poursuivre le combat même dans la défaite. Contrairement au Berghof ou au Führerbunker, Hochwald ne recèle aucune aura de spectacle ni aucun récit de chute épique. Il règne plutôt un silence persistant et inquiétant, écho des derniers ordres d'Himmler alors que le monde s'écroulait déjà autour de lui. Aujourd'hui, la forêt de Posesdre préserve les vestiges de la garde des loups comme des cicatrices enfouies dans la terre. Il n'y a ni plaques, ni mémoriaux, ni musées. Seulement des racines qui poussent à travers le béton fissuré et de longues ombres entre les arbres. Infiltration au Royaume-Uni, la maison londonienne de Joachim von Ribbentrop et son destin après la chute du nazisme. Bien avant que Joachim von Ribbentrop ne devienne l'un des architectes de la diplomatie nazie, sa renommée internationale était déjà en plein essor. Négociateur habile, flatteur d'Hitler et figure emblématique du Troisième Reich à l'étranger, Ribbentrop fut ambassadeur d'Allemagne au Royaume-Uni de 1936 à 1938. Durant son séjour, il occupa une résidence qui allait, au fil du temps, symboliser à la fois son ambition et l'échec cuisant de la politique d'apaisement. La résidence officielle de Ribbentrop était située au 9 Carlton House Terrace,
une adresse prestigieuse au cœur de Londres, à 2 pas de Trafalgar Square et de Buckingham Palace. Ce bâtiment néoclassique avait auparavant abrité d'autres ambassades et diplomates de haut rang. Son choix n'était pas fortuit. Il représentait la puissance, l'élégance et le prestige que le régime nazi souhaitait projeter dans la capitale de l'Empire britannique. Ribbentrop fit redécorer l'intérieur de la maison avec un goût mêlant tradition germanique et symbole du national-socialisme. Lustres imposants, tapis persans, portraits officiels d'Hitler et drapeaux à croix gammée décorèrent les pièces où il recevait hommes politiques, nobles, banquiers et même membres de la famille royale britannique. Lors de ces dîners diplomatiques, luxe et propagande se mêlaient. Chaque rencontre était l'occasion de présenter le nouvel ordre allemand avec un sourire diplomatique. Durant son ambassade, Ribbentrop tenta sans succès de persuader les Britanniques de signer un pacte de non-agression similaire à celui qu'il signerait plus tard avec l'Union soviétique. Ces méthodes, jugées maladroites par de nombreux diplomates britanniques, suscitèrent la méfiance. Arrogant, imposant, il interprétait souvent mal les signaux politiques. Son insistance sur des questions telles que la restitution des colonies allemandes ou la légitimité de l'Anschluss autrichien le rendit de plus en plus isolé. En privé, nombreux étaient ceux à Whitehall qui le considéraient comme un simple représentant de commerce aux prétentions de noblesse, un commentaire qui faisait allusion à ses origines de négociant en vin avant son entrée en politique. Malgré cela, la résidence de Carlton House Terrace demeura un point central des opérations allemandes à Londres. Elle accueillait non seulement des événements diplomatiques, mais aussi des rencontres avec des sympathisants nazis britanniques, tels que des membres de l'Union britannique des fascistes d'Oswald Mosley. On pense également que des agents de l'Abwehr, le service de renseignement militaire allemand, opéraient dans la maison sous couvert diplomatique. Des lettres codées, des rapports sur les mouvements navals britanniques et des contacts avec la 5e colonne transitaient discrètement par ces locaux. Au début de la guerre en septembre 1939, Ribbentrop avait déjà quitté Londres après avoir été nommé ministre allemand des Affaires étrangères l'année précédente. À son départ, la maison fut confisquée par le gouvernement britannique en vertu de la législation sur les biens ennemis. Comme d'autres propriétés diplomatiques allemandes sur le territoire allié, le bâtiment fut placé sous le contrôle du ministère des Affaires étrangères et fermé à toute activité étrangère. Pendant le conflit, le 9 Carlton House Terrace abrita des bureaux gouvernementaux. Certains témoignages suggèrent que des services administratifs liés à la censure de guerre ou à la coordination de la propagande y étaient hébergés. Cependant, les documents officiels sur l'utilisation spécifique du bâtiment entre 1939 et 1945 sont rares, ce qui a suscité des spéculations parmi les historiens. Ce qui est certain, c'est que le bâtiment n'a jamais été détruit ni bombardé, contrairement à de nombreuses autres résidences diplomatiques à Londres. Avec la défaite du Troisième Reich en 1945, la maison fut intégrée aux biens allemands expropriés par l'État britannique. Contrairement à d'autres propriétés restituées ou vendues ultérieurement, le 9 Carlton House Terrace fut converti en patrimoine national britannique, abritant par la suite le siège de fondations et de sociétés savantes. Aujourd'hui, l'élégant bâtiment qui abritait autrefois l'ambassade d'Allemagne nazie appartient à la Royal Society, la plus ancienne institution scientifique du Royaume-Uni. Fini les drapeaux à croix gammée et les réceptions diplomatiques à des fins de propagande. Scientifiques, chercheurs et universitaires se réunissent désormais au même endroit où, des décennies plus tôt, des réseaux d'influence se tissaient au nom d'un régime qui allait plonger l'Europe dans une tragédie sans précédent. La maison Ribbentrop à Londres représente un paradoxe silencieux. Bastion diplomatique nazi au cœur de l'Empire britannique, elle symbolise aussi l'échec de la diplomatie du régime. Aujourd'hui, sans plaque ni mention explicite, elle fait partie d'un réseau d'institutions dédiées à la connaissance et au progrès humain, un tournant inattendu pour un espace autrefois au service des ténèbres de l'histoire.